Bonsoir et meilleurs vœux. Et tout d'abord, mes remerciements à Guy Lothaire de m'avoir invité pour parler ce soir d'un sujet qui peut être en rapport avec les phénomènes ovnis, avec l'ufologie, dans la mesure où le spiritisme, c'est donc le sujet du jour, parle très clairement de la pluralité des mondes habités, de civilisations plus évoluées que la nôtre, et même, selon les dires des esprits, de contacts possibles et voulus par des civilisations extraterrestres qui nous visitent ou qui passent à proximité de la Terre. Mais j'en viens tout d'abord au sujet, je reparlerai de cette possibilité au terme de cette conférence. Tout d'abord, vous donner les éléments principaux de la philosophie spirit, de la science spirit. Alors, cela peut paraître un peu prétentieux de parler de philosophie et de science, surtout quand on a affaire à des intellectuels ou des scientifiques qui nous diront, et qui diront la même chose pour l'ufologie, que nous sommes dans des domaines plutôt surnaturels et qui ne devraient pas faire partie de la philosophie ou de la science, mais nous revendiquons ce titre, d'autant plus que le fondateur du spiritisme que fut Allan Kardec au XIXe siècle avait mené une étude très approfondie. Il s'était rendu compte que les esprits des morts pouvaient se manifester de façon intelligente, pouvaient apporter des informations et pouvaient dire en quelque sorte ce qu'était l'au-delà, ce que l'on devenait après la mort, et donner aussi des indications, des notions de métaphysique tout à fait importantes par rapport à toutes les grandes questions qui se posent depuis l'aube de l'humanité, depuis Platon, Socrate et tous les autres jusqu'à aujourd'hui. Alors j'en viens tout d'abord, je vais faire un résumé très rapide de chaque sujet que je voudrais aborder et qui mériterait une conférence. Je vais donc résumer quelques aspects et tout d'abord notre histoire, comment nous avons commencé. Notre association Cercle Allan Kardec a 38 ans d'existence aujourd'hui, a été créée au départ dans la ville de Nancy, 1977, sachant que les premières expériences qui ont mené à tout cela ont commencé en 1974, près d'ici, à Montfort-l'Amaury, dans les Yvelines. J'étais alors surveillant d'internat avec un collègue qui était originaire de Normandie, comme moi. On s'est retrouvés là un peu par hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard. Et il s'est avéré que, à l'époque, comme aujourd'hui, beaucoup de gens s'amusaient à faire des petites expériences avec un alphabet pour essayer de communiquer avec les morts. Nous avons eu vent de cela et pour essayer, pour s'amuser presque, nous avons décidé, eh bien, avec un alphabet et puis une petite boîte d'allumettes, en posant le doigt dessus, d'invoquer les esprits. Et là, à notre surprise, eh bien, le doigt de mon camarade de surveillance, Michel Pantin, s'est mis à trembler sur la boîte d'allumettes et à entraîner cette boîte d'allumettes vers les lettres. J'ai retenu les lettres qui étaient dictées et dans un tout premier message, un premier essai, est arrivé un nom, Béatrice Hubault, et un bout de phrase, guillotinée sous Vendémiaire. La première expérience s'est arrêtée là. Il est évident que le lendemain, on a continué, on s'est pris au jeu. On était jeunes à l'époque. Et de fil en aiguille, eh bien, je me suis rendu compte rapidement que Michel avait des comportements anormaux, entre guillemets,
avec ce doigt qui se mettait à trembler sur la boîte d'allumettes. Parfois, il tremblait de tout son corps, dans des formes de transe. Et nous ne connaissions absolument pas le sujet, mais en le découvrant progressivement, nous sommes rendus compte, en fait, que Michel était médium. Nous l'avons compris plus tard, mais déjà, dans les premiers jours où nous avons expérimenté, dans une sorte de jeu, eh bien, se sont produits des phénomènes très étranges qui nous ont interpellés et qui nous ont poussés à chercher plus loin. Alors, parmi ces phénomènes étonnants, celui-ci qui arrive quelques jours après nos petits essais à la boîte d'allumettes, nous traversons la forêt de Rambouillet en plein hiver, c'était en fin février, dans la neige, en roulant très prudemment. Et c'est alors que sur le bas-côté, on voit un personnage, c'était le matin, très tôt, un personnage sur le bord de la route, en pleine neige, et en s'approchant, on voit comme un vagabond semblant surgir d'une autre époque, avec un baluchon sur le dos. Et bon, je suis passé devant très doucement à cause de la neige. On l'a regardé, nos yeux se sont croisés, et on a décidé, et à ce moment-là, on s'est regardé, on a dit, cet être-là est quand même bizarre. Et je décide donc de m'arrêter quelques dizaines de mètres plus loin, de faire demi-tour, et le personnage avait disparu. On est descendu de voiture, on l'a cherché, et pas de traces de pas dans la neige. Nous étions les premiers à passer sur la route à ce moment-là. Et là, nous avons échangé notre point de vue, notre témoignage. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Bon, il s'est avéré que nous avons vu très clairement un être de chair, un être tout à fait vivant, qui nous a regardés d'une façon perçante. Il avait des yeux bleu-vert, je me souviens encore, et il avait quelque chose d'assez inquiétant dans son regard. On a fait le même descriptif du personnage, et puis on en a conclu, parce qu'on commençait déjà à avoir quelques connaissances dans le domaine, eh bien, qu'il devait s'agir d'un fantôme matérialisé, selon l'expression. Et plus tard, on s'est rendu compte que ce style de phénomène s'était produit de nombreuses fois dans l'histoire. Donc là, on était soumis à un phénomène tout à fait étrange qui, forcément, nous a interpellés et nous a amenés à chercher plus loin. Et par la suite, nous avons découvert, évidemment, qu'il avait existé des spirites, des chercheurs en spiritisme, en métapsychie, on dit aujourd'hui en parapsychologie, et qui ont travaillé avec de grands médiums pour obtenir des phénomènes souvent spectaculaires et des phénomènes que nous avons vécus sans savoir réellement de quoi il s'agissait. Et un jour ou deux après ce phénomène, un autre phénomène nous interpelle. Nous sommes dans ma chambre de pion, surveillant. On est en train de feuilleter une Bible, non pas pour y chercher quelque chose de religieux ou je ne sais quel secret, mais dans une forme de curiosité pour essayer un petit peu de comprendre ce qui nous arrivait. Bon, on s'est rendu compte après que ce n'était pas dans la Bible qu'il fallait chercher, mais ailleurs, chez les précurseurs du spiritisme. Toujours est-il qu'à un moment donné, on a un texte sous les yeux en rapport avec l'Apocalypse. Le poste de radio était allumé sur France Musique. On n'écoutait pas spécialement la musique qui passait. Et en regardant, je commence à lire un peu ce verset de la Bible et j'entends en écho, dans le poste radio, une voix de femme qui chantait le texte que nous avions sous les yeux, accompagnée d'un orchestre symphonique
très belle voix de femme, pas une voix d'opéra, une voix un peu plus fine, mais très belle voix, et qui a en fait chanté le texte que nous avions devant nous, quelques secondes, 3, 4 ou 5 lignes ont été chantées comme cela pendant qu'on le lisait en direct, et mon ami Michel a pris peur à ce moment-là et a dit arrête ça, c'est pas possible. J'arrête le poste de radio, et puis je me dis en même temps, là je fais une grosse bêtise. Je rallume et je retombe sur le programme normal. Donc là encore un fait, un événement qui nous a interpellés, qui nous a conduit après à comprendre que pour produire de tels phénomènes, des esprits ont besoin d'un médium, ont besoin d'un fort potentiel que nous appelons médiumnique, qui n'est pas donné à tout le monde, et que Michel, en fait, avait ce potentiel. Et s'il a pris peur au moment d'entendre cette musique, eh bien, c'est parce qu'il ressentait, en fait, en lui-même, cette énergie qui était extraite de lui pour que les esprits puissent produire ce phénomène. Alors, il y aurait beaucoup d'autres phénomènes que je pourrais raconter, mais ça prendrait toute la soirée, du même type ou d'autres types. Toujours est-il que cela nous a entraînés rapidement, au bout d'une huitaine de jours, à aller à la recherche de ce qui avait pu être fait dans ce domaine. Et c'est là que nous avons découvert le spiritisme d'Alan Kardec, parce que, si, un autre élément qu'il faut quand même que je vous raconte, au bout de 5 ou 6 jours, sous notre boîte d'allumettes, des messages se construisaient, et là, un message est signé Alan Kardec, et il dit en substance ceci, venez sur ma tombe, apporter des fleurs, cimetière du Père-Lachaise. Nous ne connaissions pas le personnage, nous le cherchons dans le dictionnaire, il n'était plus dans le Larousse à l'époque, mais il y est revenu. Et donc nous nous sommes dit, bien, nous irons au Père-Lachaise et puis nous verrons bien. Et nous avons trouvé, au cimetière du Père-Lachaise évidemment, la sépulture d'Alan Kardec, précurseur du spiritisme que nous ne connaissions pas. Et en sortant du cimetière, nous sommes allés directement et rapidement à la librairie Gibert pour essayer de trouver des livres de cet homme. Sur sa sépulture était inscrit « Naître, mourir, renaître encore, évoluer sans cesse, telle est la loi ». Déjà là, moi ça m'avait un petit peu parlé parce que j'avais étudié un peu la réincarnation selon le bouddhisme ou les philosophies orientales. Et bon, voilà, nous allons à la librairie et nous trouvons le livre des esprits, le livre des médiums, les deux seuls livres qui étaient encore édités à l'époque. Nous les avons ensuite dévorés et nous avons mieux compris les phénomènes auxquels nous étions soumis. Et c'est à partir de là que nous avons décidé de continuer. On aurait pu s'arrêter après ces quelques expériences, ces quelques phénomènes vécus. Et nous avons donc décidé d'étudier le sujet. Nous sommes mis en relation avec des spécialistes parisiens à l'époque s'occupant de spiritisme et de parapsychologie. Nous n'avons pas spécialement trouvé beaucoup de monde. Nous nous sommes donc reportés à tous les ouvrages que l'on a pu trouver et nous nous sommes rendus compte que fin XIXe siècle, et en particulier à l'époque d'Alan Kardec, mort en 1869, le spiritisme avait été florissant, il y avait eu de nombreuses expériences, y compris des expériences scientifiques qui se sont prolongées jusque dans les années 20, pratiquement 1930, où ça a été un petit peu la fin, où de grands scientifiques ont travaillé avec des médiums, chose qui n'est plus très connue aujourd'hui, d'autant que la plupart des bouquins qui parlent de tout cela ne sont pas réédités, mais il y a des grands noms de la science, notamment Pierre Curie en France, William Crookes en Angleterre,
Lombroso, Bozzano en Italie, et plusieurs personnages qui ont étudié les médiums, qui pour la plupart d'entre eux ont été acquis à la cause spirite, c'est-à-dire ont été convaincus qu'il s'agissait bien de la manifestation des esprits. Et là, évidemment, je vous parle d'un passé assez lointain, parce que les scientifiques d'aujourd'hui n'en sont plus là, et qu'il faut refaire avec eux tout un travail avec les protocoles scientifiques d'aujourd'hui. J'en viens maintenant à la description de ce que nous sommes amenés à réaliser en médiumnité. Donc, qu'est-ce qu'un médium? Comment ça fonctionne? Quelles sont les différentes médiumnités permettant d'entrer en contact avec les esprits? Michel Pantin, dont je vous parlais tout à l'heure, aujourd'hui décédé malheureusement, de ça il y a 2 ans, a été en fait un très grand médium qui s'est avéré très rapidement dans les premières semaines où il a exercé, alors qu'il n'en avait aucune idée auparavant. Médium par Ouija, par écriture automatique et par incorporation. Ce qui m'amène à décrire différents types de phénomènes. Il y a les médiumnités de type intuitif, puis de type automatique et de transe. Les médiumnités intuitives sont celles qui font intervenir une sorte de relation télépathique avec les esprits, la plus connue étant la clairvoyance, ou la voyance, tout simplement dit. La clairvoyance permet en fait aux clairvoyants de capter intuitivement, télépathiquement, la pensée d'un esprit qui souhaite se manifester. Et un bon clairvoyant va donc capter un esprit, ça peut être sous forme d'images, ils appellent souvent des flashs, bon, des images mentales bien sûr, et cela peut être aussi des mots, des paroles, des phrases, donc des messages. Un esprit peut donc envoyer une pensée à un clairvoyant et le clairvoyant va capter des mots, des phrases et quelque chose qui éventuellement peut être construit avec l'identité de l'esprit qui aura quelque chose de précis à dire. Et d'ailleurs, en tout phénomène spirit, normalement, les esprits ont quelque chose de précis et d'intéressant à dire. Et dans le cas contraire, cela signifiera qu'il n'y a pas eu réellement la présence d'un esprit, parce que l'on peut avoir affaire à un pseudo-médium qui va confondre son propre imaginaire avec la réalité d'un esprit qui se manifeste. Autre catégorie donc de médiumnité, les médiumnités par automatisme, que l'on connaît assez bien, la plus connue étant l'écriture automatique, qui permet à un esprit de se manifester au travers de la main du médium, et c'est en fait la main du médium qui est entrancée. Le médium ne contrôle plus sa main, et le stylo part tout seul, et à toute vitesse, en général, dans une écriture, après, qui est difficile à déchiffrer. On appelle ça donc un automatisme de la main, et un esprit pourra de cette façon produire un message qui, une fois recopié correctement, pourra faire 1 page ou 2 et apporter sa signature. Là encore, comme en tout phénomène, la qualité du message sera fonction de la qualité du médium. Si l'esprit est parvenu à passer correctement, il aura pu apporter une ou plusieurs informations ou développer un sujet. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'au XIXe siècle, toutes les informations récupérées par Allan Kardec l'ont été grâce à des médiums à écriture automatique. Petite précision, l'écriture automatique commence souvent chez un médium en exercice par l'écriture semi-automatique. C'est-à-dire que ce n'est pas là la main qui part toute seule, c'est le médium qui perçoit un message
un peu comme en clairvoyance, et qui écrit ce qu'il perçoit, ce qu'il entend, entre guillemets, ce qu'il entend mentalement. Alors dans les automatismes, nous avons aussi la technique de la planchette Ouija, technique connue depuis le XIXe siècle, et même avant d'ailleurs. Je crois que, en fait, c'était déjà une technique employée dans l'Antiquité grecque ou romaine. Et donc, cette technique remise au point dans les temps modernes permet aussi de communiquer de façon assez frappante. Alors, c'est un petit peu ce que je vous expliquais au début, les lettres de l'alphabet, et puis avec un objet, eh bien, le médium pose la main ou le doigt sur l'objet qui se dirige vers les lettres. Et le Ouija, disons, plus sophistiqué que nous avons utilisé, toujours par l'intermédiaire de Michel Pantin, eh bien, est constitué d'un alphabet qui est collé sur une grande planche en arc de cercle, ainsi que les chiffres, bien sûr, de 0 à 9, et avec un oui, un non, au cas où il y a des questions, où il faut répondre par oui ou non, et que le médium a à sa disposition une petite planchette sur laquelle il va poser sa main. Planchette sous laquelle on mettait des roulements à billes. Aujourd'hui, on met des clous de tapissier, ce qui permet de bien glisser sur la feutrine de la grande planche sans faire de bruit. Et au bout de cette petite planchette, il y a une aiguille qui va donc servir à désigner les lettres. Le médium se laisse aller, donc il pose sa main sur la planchette. Et là, comme pour l'écriture automatique, c'est la main qui est entrancée et le médium ne contrôle plus sa main, donc, et la planchette va partir très rapidement vers différentes lettres. Il y a bien sûr des assistants dans une séance de spiritisme comme celle-ci ou comme d'autres. Nous avons 7 ou 8 personnes qui sont là et le Ouija nécessite 2 assistants parce que quand l'esprit qui prend la main du médium va très vite avec le Ouija, eh bien, il faut quelqu'un qui regarde les lettres et qui puisse les lire très rapidement, et une autre personne qui va écrire les lettres. Et à l'issue, eh bien, on a là encore le message d'un esprit qui en général sera plus court que pour l'écriture automatique et qui va aussi apporter sa signature. Alors, nous avons, nous, depuis 38 ans, travaillé sous ces 2 formes de l'écriture et du Ouija au travers de Michel Pantin, puis au travers de Karine Châtaignier, devenue médium à son tour quelques 10 ans plus tard. Et pour vous donner un panel à peu près global de tout ça, j'en viens maintenant aux médiumnités de transe, parce qu'il y a beaucoup d'autres catégories de médiumnité, mais je n'aurai pas le temps de tout développer. Et ce que nous avons connu sous forme de transe, c'est essentiellement la médiumnité par incorporation, que nous avons connu, donc là, très rapidement, dans les premiers jours de nos expériences, au travers de Michel, donc, où l'esprit qui souhaite se manifester ne va plus là passer par un automatisme ou par quelque chose d'intuitif, mais directement par le corps du médium. Ce qui signifie qu'en incorporation, l'esprit du médium se dédouble et est en quelque sorte éjecté de son propre corps, et l'esprit qui souhaite se manifester, eh bien, va prendre possession du corps du médium tout entier, à tel point que l'on se retrouve devant un autre personnage, avec une voix différente, avec une gestuelle différente, avec un autre type de langage, voire une langue étrangère parfois, donc réellement une autre personnalité, un esprit qui a pris possession totale du corps d'un médium et qui a possibilité de se mouvoir, de parler et de s'exprimer à volonté, en quelque sorte. Et c'est ce que nous avons connu durant de nombreuses années, ce que nous connaissons encore aujourd'hui,
au travers de l'autre médium que je viens de citer, Karine Châtaignier, et recevant ainsi de nombreux esprits qui se sont manifestés à nous depuis 38 années maintenant, et nous apportant évidemment beaucoup d'informations ou beaucoup de compléments d'informations à ce qui avait déjà été obtenu dans le passé. Contrairement à d'autres, nous, représentants du cercle Allan Kardec, n'aurons pas la prétention de dire « nous avons décroché la Lune, nous avons réinventé le spiritisme », absolument pas. Nous en assurons plutôt une continuité dans la mesure où nous nous référons, bien entendu, à nos précurseurs, Allan Kardec, qui fut le premier et dont la littérature est essentielle, puis Gabriel Delanne, Léon Denis, Gustave Gelée, au moins pour les Français. Et je reviens donc sommairement sur Allan Kardec et sur le travail qu'il a fait à son époque, qui était une véritable découverte. Il a en quelque sorte inventé le spiritisme, il est probable d'ailleurs que le mot spiritisme soit de lui, à partir d'un travail le plus rationnel possible, où, à l'époque, c'était la vogue des tables tournantes, où on s'amusait beaucoup dans les salons parisiens à faire tourner les guéridons, ou à les faire se soulever. Ils avaient plutôt tendance à se soulever qu'à tourner, et on essayait ainsi de faire parler les esprits, avec un coup de pied du guéridon, un coup pour A, deux coups pour B, trois coups pour C, etc., ce qui était très long et très laborieux. Et puis, Allan Kardec a donc été sollicité par des gens de l'époque pour étudier ce phénomène, puisqu'il était déjà célèbre d'une certaine façon en tant que pédagogue novateur. Il s'appelait alors Hippolyte de Nizar-Rivail, et il a changé de nom en devenant spirit, puisqu'il a appris que dans une vie antérieure, il s'appelait Allan Kardec et qu'il était druide. Il a donc signé ses ouvrages pédagogiques Hippolyte Rivail, et ensuite ses ouvrages spirites Allan Kardec. Là où il a fait des études approfondies en faisant travailler plusieurs médiums qui ne se connaissaient pas entre eux, et son idée avait été de poser des listes de questions à différents médiums où là, différents esprits étaient censés répondre. Évidemment, des questions fondamentales sur Dieu, sur l'infini, sur l'éventualité de la réincarnation, sur la pluralité des mondes, déjà à l'époque, pas les ovnis, pas encore, mais il y avait la pluralité des mondes. Et puis, le sens de l'évolution. Sommes-nous éternels? Avons-nous été créés? Et suite à cet immense travail qu'il a réalisé, eh bien, il a collecté tous les résultats de différentes séances établies par différents médiums, et il s'est rendu compte que la plupart des esprits, au travers de différents médiums, répondaient sensiblement la même chose aux mêmes questions, à savoir, Dieu existe bien, il y a bien une force créatrice universelle à l'origine de toute chose. À savoir, oui, la réincarnation existe, nous avons plusieurs vies nécessaires pour évoluer intellectuellement et moralement. Oui, il y a un infini avec d'autres mondes habités, des mondes inférieurs à la Terre et des mondes supérieurs. Oui, il y a bien un double, que certains ont appelé le double astral, le corps éthérique, ou encore d'autres appellations, et qui en spiritisme a été désigné sous le nom de périsprit, périphérie de l'esprit. Et ce fameux périsprit a donc été décrit par les esprits, et il est revenu en tant que notion essentielle au travers de la main de chacun des médiums sollicités.
Ainsi donc, Allan Kardec, à partir de ce résultat, enfin, il s'appelait encore Hippolyte Rivail, à partir de ce résultat, en a conclu qu'il y avait bien des forces intelligentes au-delà de la mort qui prétendaient donc être les esprits des décédés et qui avaient des choses intelligentes et intéressantes à raconter. Et c'est à partir de là, à partir de ce résultat commun au travers des différents médiums, qu'il a décidé d'étudier à fond le sujet. Et c'est là qu'il a découvert notamment qu'il y avait plusieurs modes de manifestation possibles. Il a découvert le Ouija, l'écriture automatique, ce qu'on appelait à l'époque les médiums parlants, sensiblement, c'est sensiblement la même chose que l'incorporation dont je vous ai parlé. Donc, toutes ces découvertes, on les doit à Allan Kardec. Et ensuite, eh bien, son souhait n'a pas été seulement d'étudier les différents médiums sur le plan de la manifestation, sur un plan scientifique, mais aussi de transmettre le message de l'au-delà, le message des esprits qui n'ont pas manqué de se manifester au travers de plusieurs médiums qui sont devenus des amis d'Allan Kardec et qui ont travaillé régulièrement avec lui. Et là, il a voulu transmettre ce message, estimant que c'était un message déterminant pour l'humanité, puisque, bien entendu, toutes les grandes questions philosophiques pouvaient être abordées avec les esprits. On pouvait essayer d'avoir quelques notions plus précises sur Dieu, sur l'énergie créatrice, sur le sens de l'amour divin, des notions plus précises sur la personnalité de Jésus, par exemple, ce qui a beaucoup préoccupé nos philosophes encore jusqu'à aujourd'hui, et les chrétiens aussi, bien entendu. Et donc, à partir de toute cette recherche métaphysique auprès des esprits, eh bien, Allan Kardec a balayé en quelque sorte tout un panel d'idées, toutes les idées philosophiques qui se posent, et en est arrivé à pouvoir consigner tout ça dans un ouvrage qu'il a appelé le Livre des Esprits, livre fondamental du spiritisme, où il y a différents chapitres, Dieu, la réincarnation, le Père Esprit, la pluralité des mondes, etc. Bon, voilà donc cette première approche déterminante qui a eu lieu dans les années 1850-60, puisque le Livre des Esprits est paru en 1858. Ensuite, Allan Kardec a écrit le Livre des Médiums, où là, après études et recherches, eh bien, il a défini ce qu'étaient les différentes médiumnités, il a défini les bonnes conditions d'organisation d'une séance spirite, ce qu'était un médium, ce qu'il n'était pas, et un livre là aussi qui a été déterminant pour toute l'histoire du spiritisme. Et ensuite il a continué à écrire des ouvrages comme La Genèse selon le spiritisme, Le ciel et l'enfer, L'Évangile selon le spiritisme et quelques autres. Alors, j'en arrivais tout à l'heure à Allan Kardec pour dire que nous, spirites français d'aujourd'hui, comme il existe beaucoup de spirites ailleurs, en particulier en Amérique latine et plus précisément, plus encore au Brésil, eh bien, nous nous inscrivons non pas dans une découverte, mais dans une continuité de travaux du passé, et il est évident que les messages que nous pouvons recevoir ne vont pas redéfinir ce qui a déjà été défini auprès d'Allan Kardec pour des notions fondamentales qui, pour nous, sont acquises. Et le but, c'est plutôt, pour les esprits qui se manifestent à nous, d'apporter des compléments d'information en différents domaines, de développer certains types de médiumnité qui n'étaient pas développés à l'époque, comme par exemple les médiums artistes,
en intuitif ou en automatique, ou des médiums guérisseurs, ou pour avoir des renseignements plus complets sur le magnétisme, sujet qui n'avait pas été beaucoup abordé à l'époque et qui est beaucoup plus abordé aujourd'hui par les esprits, qui désignent des personnes ayant une capacité magnétique et donc un pouvoir de soigner autrui. Et je précise là que le magnétiseur n'est pas médium, qu'il s'agit d'une énergie particulière. Je regarde l'heure, là ça va encore un peu de temps. Alors, j'y arrive au travers du phénomène naturel de réincarnation, qui est quand même essentiel. Il faut dire quelques mots sur la réincarnation. Les esprits ont donc toujours enseigné que pour évoluer, une vie ne suffisait pas. Et que, en fait, dans les desseins divins, il y avait une loi incontournable, c'est celle d'une éternité à vivre au travers de vies physiques successives et sur différentes planètes. Que nous avons, pour notre part et aujourd'hui, un certain nombre de vies à accomplir sur Terre, un cycle de vie dont on ne donnera pas le chiffre parce qu'il n'y a pas de chiffre précis, parce qu'il n'y a pas d'années de vie précises, ni de temps dans l'au-delà entre chaque vie, et qu'en fait l'évolution a eu bien sûr un point de départ au travers de la pulsion divine. Nous avons tous été à un moment créés par Dieu, et comme il est dit dans le livre des esprits, simples et ignorants, c'est-à-dire par définition, évidemment, sans aucune expérience, sans personnalité, mais déjà avec une identité qui va rester à construire. Et cette identité va se construire par une loi naturelle d'attraction, en quelque sorte, où nous allons être attirés par la matière et nous incarner une première fois sur un monde inférieur. Donc nous sommes tous passés par là, et la première incarnation a lieu sur un monde primaire, dont on a pu avoir des fois quelques descriptifs par les esprits, et que les premières vies se font sur des mondes très primaires où l'esprit apprend à se reconnaître et à reconnaître ses congénères, souvent au travers du conflit, de l'agressivité. C'est l'esprit qui se dégrossit en quelque sorte et qui acquiert une personnalité. Et les esprits nous ont précisé que après ces quelques vies sur des planètes primaires, on en arrive rapidement à une planète comme la Terre, ou autre d'équivalence à la Terre, sur laquelle on s'incarne pour accomplir un certain nombre de vies. Alors déjà, en ayant dit cela, je peux dire que nous sommes tous des extraterrestres, puisque nous avons tous vécu nos premières vies, nos premiers stades d'évolution sur des mondes inférieurs à la Terre. Et le dessein divin, traduit par les esprits, indique aussi que plus tard, nous serons appelés à nous réincarner sur des mondes supérieurs à la Terre, des mondes qui pourront nous accueillir quand nous aurons l'évolution suffisante le permettant, après avoir accompli notre cycle de vie terrestre. Et que, ainsi, de planète en planète, l'évolution se poursuivra pour arriver à une sorte de terme qui n'en est pas un, pour arriver à la pureté totale, pour arriver à ce que les esprits appellent le qualificatif d'esprit pur, esprit qui à un moment donné n'a plus besoin de se réincarner. Mais là c'est très loin de nous, il nous aura fallu franchir plusieurs stades sur d'autres mondes habités plus évolués que le nôtre. Des mondes habités qui ont eu eux aussi leur évolution, qui sont devenus de plus en plus éthérés, et l'on sait notamment
que des mondes de grande évolution, eh bien, ont une structure physique beaucoup plus ténue que la nôtre, disons beaucoup moins lourde, beaucoup plus aérienne sur le plan de la structure physique, et que cela facilite la vie qui n'est plus forcément tributaire des problèmes de santé, de la maladie, même du besoin de s'alimenter, du besoin impérieux de dormir presque la moitié de notre vie, ou du moins un tiers. Et donc tout cela a tendance à s'amenuiser sur des planètes plus éthérées et sur des mondes qu'on sera même incapable de définir, parce que des mondes où l'esprit est déjà supérieur à ce que nous sommes, nous, encore prisonniers des contraintes matérielles, de toutes nos contraintes quotidiennes qui souvent nous empoisonnent la vie et nous empêchent de développer bien souvent des choses plus spirituelles comme les arts, la poésie ou la recherche. Et donc sur des mondes plus évolués, toutes ces contraintes diminuent, voire n'existent plus. Alors voilà globalement ce que l'on peut dire du parcours évolutif qui fait que nous sommes tous et nous deviendrons tous des extraterrestres, et que peut-être parmi les extraterrestres, et je pense que la plupart d'entre vous y croyez ou supposez que tout cela est réel, eh bien parmi ces extraterrestres qui cherchent à se manifester auprès des humains, il y a très probablement des esprits qui ont vécu sur Terre antérieurement, puisque la Terre a déjà une longue histoire, et qui peut-être cherchent à regarder, à surveiller, à voir où on en est, bien qu'ils ont d'autres moyens pour voir où nous en sommes, et qui continuent à s'intéresser à la Terre, parce que c'est une planète qu'ils n'ignorent pas. Donc, voilà quelque chose d'essentiel pour nous, et nous n'avons pas manqué évidemment de poser la question aux esprits depuis des années déjà, de savoir à quoi correspondent les phénomènes ovnis et les différents témoignages. Et les esprits nous ont toujours répondu qu'il fallait bien évidemment faire une forme de tri, que tout phénomène ovni n'était pas forcément à prendre au sérieux, mais qu'il y en avait un certain nombre qui méritaient d'être étudiés et qui correspondaient bel et bien à des manifestations d'esprits venus d'autres civilisations et qui viennent non pas seulement par curiosité, qui viennent pour observer, qui sont soucieux du devenir des terriens, qui ne nous veulent aucun mal, bien au contraire, et qui représente en quelque sorte une solidarité intergalactique dans la mesure où sur des mondes supérieurs, il n'y a plus de limite à la communication. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que des mondes suffisamment évolués sont capables de se visiter entre eux, de communiquer entre eux télépathiquement, spirituellement, mais aussi matériellement, ayant trouvé les moyens spirituels et techniques de vaincre les distances, de vaincre même cette espèce de frontière qu'on s'est fixée et qui serait la vitesse de la lumière. Eh bien, tout cela ne pose plus aucun problème quand on est arrivé à un certain stade d'évolution où l'on peut transcender toutes ces années-lumière apparemment infranchissables. Et donc cela signifie, entre autres, que si des extraterrestres nous visitent, cela ne signifie pas qu'il leur faudra 3 ou 4 ou 5 ou 100 années-lumière pour parvenir jusqu'à nous, mais qu'ils y parviendront d'une façon très rapide. Et une notion spirituelle que je vous ajoute à cela, les esprits nous ont indiqué que au niveau des énergies pour se propulser,
Ils ont évidemment dépassé le problème du pétrole ou autre source d'énergie, et que la force de l'esprit entre pour beaucoup dans les modes de propulsion où l'esprit agissant sur la matière, agissant sur le matériau, sur la technique, eh bien, peut développer des énergies phénoménales, et sans compter, bien sûr, le passage de trous noirs, etc., ou autres modes et moyens que l'on connaît assez mal et qui permettent, en tout cas, de transcender toutes ces frontières factices dont la science sur laquelle la science veut encore nous bloquer aujourd'hui. Et je crois là que nous serons à peu près en accord avec la plupart des thèses ufologiques sur ce point. Je l'espère en tout cas, et on le verra bien au moment du débat, mais toujours est-il que pour nous, spirites, la vie est universelle et c'est finalement un grand espoir, et qu'il y a une solidarité non seulement pour nous entre les esprits et les hommes, mais une solidarité interplanétaire qui fait que d'autres civilisations nous connaissent très bien, ne nous oublient pas, pensent à nous, nous aiment et ont le souci que la Terre survive et enfin puisse évoluer. Voilà. J'ai terminé. Je vous remercie de votre attention.